Voilà, je vous propose de commencer. Mais écoutez, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau webinaire Baobab qui est aujourd'hui consacré aux marchés globaux de performance énergétique à paiement différé. Voilà, alors avant de commencer, juste vous rappeler donc le webinaire est enregistré, vous avez pu vous en apercevoir et qu'on vous remettra la vidéo de l'enregistrement et les supports à l'issue de la réunion. Alors pas tout de suite à l'issue, mais dans quelques jours en tout cas, on les mettra à disposition dès que possible. Et puis voilà, juste un tout petit chapeau introductif sur la prochaine diapo, Daniel, pour voilà vous rappeler que ce webinaire est organisé dans le cadre de Baobab, qui est un projet européen qui court jusqu'en 2026, qui est financé par le programme LIFE et par éco-financé par Acté. Voilà, donc l'idée c'est de déployer des outils et des accompagnements à destination des accompagnateurs territoriaux qui suivent les petites communes dans leurs projets de rénovation énergétique. Voilà, donc ce projet il est développé en Auvergne-Rhône-Alpes et en Occitanie, bientôt dans d'autres régions jumelles, et c'est également un outil d'animation du parcours bâtiment public. Voilà, c'était juste un tout petit chapeau introductif et je vais sans attendre donc passer la main à Daniel Boutet qui est chargé de mission rénovation et transition énergétique au sein de l'AREC et qui est en charge de ce sujet MGPEPD. Merci Anthony. Bonjour à tous. Le webinaire va être en deux parties, si j'ose dire. Une partie, si je veux dire, introduction du MGPEPD, où on va avoir un échange avec Julien Duvignac, notamment de la région Occitanie. Et je conclurai également sur le webinaire avec la stratégie que propose l'AREC Occitanie en faveur du MGPEPD. Et, euh, dans l'intervalle entre ces deux présentations, nous aurons l'intervention de Caroline Réfaud, directrice de projet à Fininfra, et Antonin Bell, chef de projet outils contractuels et financiers à la FNCCR, qui vont nous présenter bien évidemment leurs structures respectivement et le MGPEPD, de quoi il s'agit. Et bien évidemment, il y aura des temps d'échange à chacune des interventions, si j'ose dire. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Le chat est ouvert. Vous pourrez également, je pense, ouvrir vos micros pour poser vos questions si vous le souhaitez. Voilà. Donc, allons-y. Euh, hop. Donc, le modèle MGPEPD. Donc, concernant dans le cadre dans lequel s'inscrit le MGPEPD, c'est des travaux qui sont mis en place dans le cadre du parcours bâtiment public porté par la REC Occitanie depuis maintenant 2 ans. Et ce parcours a vocation à ne pas oublier, si j'ose dire, toutes les étapes d'un projet de rénovation énergétique pour un maire d'une collectivité de petite commune. Donc, il y a tous les accompagnements en amont travaux, assistance à maîtrise d'ouvrage, schéma directeur immobilier énergétique, audit énergétique, etc., etc., qui sont portés par vous, les opérateurs syndicats d'énergie et bien évidemment les autres structures plus locales. Et là-dessus, on a eu un financement, donc là c'est sur Chenin, de 3,3 millions d'euros du programme Acté Plus, donc qui permet de financer, d'aider au financement pour ces études à mon travaux. Ensuite, dans la phase travaux, voilà, il y a divers dispositifs d'aide financière, les certificats d'économie d'énergie, le MGPEPD justement, et tout un travail après d'ingénierie financière pour d'autres dispositifs d'aide plus nationaux. Et nous, la REC Occitanie, dans le cadre de financement de projet, on est épaulé par le plan Habitat durable et par une convention cadre avec la Banque des territoires. Et enfin, le troisième point, c'est Baobab, c'est le principe de ce programme européen. On peut animer et faire monter en compétence des structures d'accompagnement en leur proposant des outils innovants pour faciliter le passage à l'acte. Ça a été le cas pour le conseil en gestion immobilière énergétique.
Et là, du coup, on commence à se mettre en place sur le MGPE-PD. Donc voilà pour des éléments introductifs et peut-être avant de passer au slide suivant, Julien, si tu es présent, faire un petit mot également sur les souhaits de la région Occitanie plus globalement sur ce dispositif MGPE-PD, si tu es présent. Oui, oui, je suis bien présent. Je ne sais Super. pas si vous m'entendez. Des fois, j'ai des difficultés avec Teams, hein, donc On là, je t'entend vois que très ça bien. fonctionne. Parfait. Oui, donc c'est la région qui, il y a quelques années déjà, a souhaité mettre en place des solutions pour que les petites communes de moins de 5000 habitants puissent progresser sur la diminution des consommations énergétiques sur leur propre patrimoine. Donc bien entendu des actions d'efficacité, hein, comme des travaux de rénovation énergétique, mais pas que. Hein. Il y a aussi le pilotage, il y a aussi l'entretien, la maintenance, le gros entretien, enfin, bon, bref, tout ce qui fait qu'on va réussir à gérer un patrimoine, et puis tout ce qui va être le cas échéant aussi en amont. Hein. Donc on a eu différents travaux, notamment des temps de design avec l'ensemble des partenaires, des temps de déploiement, des temps aussi de négociation avec des partenaires. L'idée, c'est de proposer pour les petites communes un parcours vraiment le plus fluide possible, quelle que soit la question qu'a la petite commune, de trouver le bon interlocuteur pour pouvoir réaliser les bonnes missions. On a travaillé à partir de l'existant. Hein, beaucoup de réseaux interviennent déjà auprès des petites communes pour les conseiller en amont, pour les aider dans leur démarche. Et l'idée de ce parcours bâtiment public, c'est d'essayer de compléter par un ensemble de briques ce parcours pour que ce soit le plus fluide possible. Donc des briques techniques, bien entendu, des briques financières également, hein, très importantes. Et c'est justement la raison pour laquelle aujourd'hui on fait un zoom sur cette solution hein, qu'on pense être adaptée pour financer les travaux de rénovation énergétique dans les communes, qui est le marché global de performance énergétique à paiement différé. Je vais pas être trop long, je vais laisser du coup le PowerPoint, la présentation, le webinaire continuer, et puis je serai là s'il le faut de toute façon pour s'il y avait des questions pour la région. Merci. Super. Merci beaucoup, Julien, pour ces éléments. Et pour la suite, donc voilà, je tenais quand même à vous présenter cette petite slide. J'ai conscience qu'elle est un peu chargée du coup en informations. L'idée, c'était surtout que vous l'ayez si vous souhaitez reprendre le support, avoir déjà des éléments d'introduction sur ce qu'est le MGPEPD. Ça va être présenté également plus en détail par mes interlocuteurs, là, Caroline Réfaud et Antonin Bell. Je voulais juste vous partager ce petit élément introductif sur le MGPPD. Donc, c'est une loi du 30 mars 2023 qui a ouvert, si j'ose dire, la possibilité aux collectivités de pouvoir faire du paiement différé pour de la rénovation énergétique de bâtiments publics. C'est une expérimentation qui va sur 5 ans. Et donc voilà, l'idée aujourd'hui, on est à 2 ans de l'expérimentation déjà, puisqu'on est voilà 2025. L'idée voilà, c'est d'arriver à montrer que ce dispositif marche pour pérenniser, si j'ose dire, ce dispositif pour les collectivités après 2028. Voilà pour ces informations. Si vous avez des questions, je ne sais pas si Anthony en avait dans le chat, mais je prends. Et sinon, ok, super. Et bien, on va pouvoir passer directement au vif du sujet. Donc, voilà, nos deux interlocuteurs qui vont nous présenter la suite. Donc, on commence par Caroline Réfaud, si tu es là. Oui, bonjour à tous. Super. Donc, effectivement, Caroline Réfaud, directrice de projet chez Finanfra. Donc, je veux bien qu'on passe les slides. Oui, parfait. Merci beaucoup. Donc, Finanfra, c'est un service à compétence nationale de la Direction générale du Trésor et on est là pour accompagner les personnes publiques dans la mise en œuvre de leurs projets d'infrastructure. Plus particulièrement, on propose des services de conseil juridique et financier aux porteurs de projets d'investissement public gratuits. Et donc, nous, on est vraiment là pour vous aider tout au long de la vie du projet sur vos projets d'infrastructure. Et donc, comme on va le voir dans la slide suivante, je pense, notre définition des infrastructures est très large puisqu'on englobe à la fois les infrastructures sociales,
dont font partie les bâtiments d'enseignement comme les écoles, les lycées, les collèges, et les bâtiments d'enseignement supérieur comme les universités, mais aussi tous les types de bâtiments publics, donc les cités administratives, les centres aquatiques par exemple, les EHPAD et tout le secteur médico-social, donc les hôpitaux par exemple. On englobe aussi les infrastructures de réseau, donc traitement de l'eau et des déchets, les infrastructures de transport et les infrastructures énergétiques. Et donc, comment on vous accompagne tout au long de vos projets? C'est ce qu'on va voir dans la slide suivante. Donc, nous, on vous accompagne dans différentes phases, soit très en amont, dans les phases de structuration du projet, lorsque vous posez la question du choix du contrat de la commande publique à choisir, par exemple. Nous, on peut vous assister sur ces sujets, sur ce plan juridique, pour vous aider à faire une analyse des risques ou des montages et effectivement réfléchir avec vous à la structuration du montage sur le plan juridique, réfléchir aussi sur le plan financier en modélisant les flux financiers sur Excel dans chacun de ces scénarios et donc chacun des contrats de la commande publique à choisir. On peut aussi intervenir un peu après, lors des phases de procédure d'attribution et de négociation, pour revoir vos documentations et vous assister dans la négociation de celle-ci. Et enfin, lors de l'exécution du contrat, quand vous avez par exemple des refinancements à faire ou des avenants à négocier. Donc on est vraiment là pour faciliter en fait l'avancée des projets pour les porteurs de projets publics. Je crois qu'il y a peut-être voilà nos petites références. Donc on travaille en particulier sur le sujet de la rénovation énergétique des bâtiments publics via la mise en place d'un nouveau contrat dont on va parler plus en détail ce matin, qui est le marché global de performance énergétique à paiement différé. Et on travaille de façon générale sur tous les autres contrats de la commande publique, donc à la fois les concessions, les marchés de partenariat ou tout autre type de problématiques juridiques et financières que vous pourriez rencontrer en lien avec ces contrats. Merci Caroline. Eh bien, Antonin pour Acté. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc Antonin Bell, je suis chef de projet au sein du programme ACT, notamment chargé de l'accompagnement des collectivités territoriales sur les sujets de contractualisation et de financement de la rénovation énergétique. Pour celles et ceux qui ne nous connaîtraient pas, ACT, donc pour Action des collectivités territoriales pour l'efficacité énergétique, c'est un programme de financement qui fonctionne sur la base des certificats d'économie d'énergie et qui est coporté par la FNCCR, donc une association réunissant notamment des syndicats d'énergie, mais pas uniquement. Et on accompagne donc les collectivités sur l'amélioration de l'efficacité énergétique de leurs bâtiments publics tertiaires à travers du financement et à travers un centre de ressources qui est disponible en libre accès et qui est en quelque sorte un canal pour diffuser le plus largement possible l'expertise technique, juridique et financière sur les projets de rénovation énergétique. Donc ça, c'est vraiment les deux axes par lesquels le programme ACT accompagne les maîtres d'ouvrage publics. Et pour vous donner un exemple sur la slide suivante, simplement pour vous donner les ordres de grandeur, donc ACT fonctionne sur la base de programmes qui sont généralement sur 3 ans. Le dernier programme qui s'est clôturé, c'est ACT 2. Et via ce programme, on a pu accompagner 20% des communes françaises, soit 1 sur 5 au national, financer plus de 300 postes d'économes de flux via le réseau et un taux de passage à l'acte en travaux sur des bâtiments qui ont fait l'objet d'audits énergétiques sur Acté, qui est estimé à 35% à date et à 70% dans les prochaines années. Donc des réussites collectives assez importantes. Parmi cet accompagnement, on porte notamment un appui très fort sur la question des contrats de performance énergétique en général et du MGPE à paiement différé en particulier, via plusieurs lots de financement sur la slide suivante. Oui. Donc au travers du fonds Chêne, qui est notre dispositif de financement générique sur Acté+, et via l'appel à projet AMOCPE porté avec l'ADEME. Donc on a deux
dispositifs de financement permettant d'accompagner les CPE. On finance à ce titre des postes d'économes de flux et ou du financement de temps interne d'agents travaillant sur la mise en œuvre de contrats de performance énergétique, des outils de mesure et de suivi des consommations, des études d'opportunité et de faisabilité pour la mise en œuvre de MGPEPD notamment, et des prestations d'assistance à maîtrise d'ouvrage technique, juridique et financière pour se faire accompagner dans la mise en œuvre de ce type de contrat. Donc on apporte vraiment un accompagnement financier à 360. Et pour vous donner quelques exemples de projets accompagnés, sur l'appel à projet AMO-CPE, on a retenu des collectivités dans une grande partie des régions de France, notamment en région Occitanie, avec des communes, des EPCI et des conseils départementaux qui souhaitaient se faire accompagner sur l'évaluation de l'opportunité du MGPE à paiement différé. Donc on travaille main dans la main avec ces collectivités-là pour essayer de lever les freins et faciliter le recours à ce nouvel outil qu'on présentera un peu plus en détail avec Caroline. Voilà. Et puis au-delà du financement, c'est aussi un accompagnement par le biais de la mise en relation, puisqu'on travaille avec de nombreuses institutions nationales, au premier rang desquelles Fininfra évidemment, mais aussi l'ADEME, le CSTB, le CEREMA, et on met autour de la table toutes les collectivités qui souhaitent avancer sur le recours à cet outil-là pour partager les bonnes pratiques, lever les freins collectivement et essayer de mettre en relation pour favoriser l'échange entre pairs. Donc, notamment sur la région Occitanie, on travaille beaucoup avec l'AREC justement pour essayer de dialoguer les maîtres d'ouvrage qui ont des projets identiques et essayer de mutualiser autant que faire se peut le portage de ces projets. Ton micro est coupé, Daniel. Merci Antonin de m'avoir prévenu. Du coup, je vous propose d'entrer maintenant sur le sujet du marché global de performance énergétique à paiement différé. Donc, c'est parti. Hop. Voilà. Donc Caroline. exactement. Donc là, je vous propose de refaire un point sur les chiffres de la rénovation énergétique des bâtiments publics que vous devez sûrement déjà connaître, mais c'est pour qu'on parte tous sur la même base d'information. Donc effectivement, il y a des contraintes européennes et nationales fortes qui ont été mises en place, donc à la fois via le décret tertiaire, la directive efficacité énergétique et la loi climat et résilience, qui rendent obligatoire la réduction de la consommation énergétique finale des bâtiments publics d'ici à partir de 2030 et avec des paliers progressifs jusqu'à 2060. Je veux bien qu'on remette la slide précédente Pardon, avec les excusez-moi. objectifs. Merci Daniel. Et donc l'enjeu, c'est effectivement d'arriver à atteindre ces objectifs définis par le décret tertiaire, donc de moins 40 de consommation énergétique finale des bâtiments publics d'ici 2030, jusqu'à moins 60% de réduction de cette consommation énergétique d'ici 2050. L'enjeu de ces réglementations, c'est effectivement d'arriver à la fois réduire la consommation énergétique finale des bâtiments et rénover le parc bâtimentaire public à un niveau bâtiment basse consommation. Le point majeur, c'est que réussir à atteindre ces objectifs nécessite de réaliser de lourds investissements. Donc, pour le parc bâtimentaire étatique, on estime que ça correspondrait à 142 milliards d'euros à décaisser pour atteindre ces objectifs et que ce serait de l'ordre de 300 à 400 milliards d'euros pour le parc bâtimentaire des collectivités. Donc, on voit qu'il y a effectivement un mur d'investissement important pour atteindre ces objectifs. Et donc, la question à laquelle le MGPEPD permet de répondre, c'est effectivement celle-ci. Comment faire pour atteindre ces objectifs de performance énergétique et donc atteindre les obligations posées par le décret tertiaire, la directive efficacité énergétique et la loi climat et résilience dans un contexte de contraintes budgétaires. Et donc la solution qui a été proposée et qu'on va découvrir dans la slide suivante, c'est effectivement celle du marché global de performance énergétique à paiement différé, qui est un nouveau contrat de la commande publique qui s'insère comme une hybridation entre un marché de partenariat et un marché global de performance énergétique classique, c'est-à-dire sans paiement différé. On parle d'hybridation dans la mesure où la personne publique va conserver la maîtrise d'ouvrage, comme dans un marché global de performance énergétique, mais
va pouvoir faire du paiement différé, comme dans le marché de partenariat. Si on rentre un peu plus en détail sur le fonctionnement de l'outil, en regardant les slides suivantes, on, ouais, on rentrera plus en détail. Effectivement, je découvrirai, pardon, après, à l'issue des explications d'Antonin. Oui, effectivement, donc comme le disait Caroline, à ce stade, on a trois outils avec le MGPEPD pour réaliser des travaux de rénovation énergétique avec garantie de résultat. Ces trois outils, donc marché global de performance énergétique, marché de partenariat et MGPE à paiement différé, sont intégrés dans la famille de ce qu'on appelle des contrats de performance énergétique. Et donc, ils ont des caractéristiques communes qui en font des outils de choix pour atteindre les objectifs, notamment du décret tertiaire puisqu'ils permettent de fixer contractuellement des objectifs de performance énergétique réels sur vos bâtiments, mesurés par des indicateurs précis et qui se calculent par rapport à une situation de référence que vous choisissez librement et qui a vocation à identifier vraiment une situation de routine du bâtiment avant les travaux de rénovation énergétique. On va instaurer, pour mesurer si l'objectif est atteint ou non, ce qu'on appelle un plan de mesure et de vérification, donc un protocole professionnel. Et ce calcul, cette mesure, va permettre de déterminer si l'objectif n'est pas atteint, des indemnités qui sont à verser par le titulaire du marché à la collectivité pour l'indemniser du préjudice subi. Donc, c'est-à-dire que toutes les économies d'énergie qu'on vous avait promis et qui sont fixées au contrat et qui ne sont pas atteintes vont être indemnisées à hauteur du préjudice subi pour la collectivité. Euh, les contrats de performance énergétique en France aujourd'hui, c'est environ 380. Si on peut revenir à la slide précédente. Euh, ouais, merci. Euh, voilà, parfait. 380 contrats publics passés entre 2007 et 2021 pour des objectifs moyens de performance énergétique de 30% qui sont souscrits, donc un peu moins en moyenne que l'objectif du décret tertiaire 2030, mais ça n'empêche pas de réaliser d'autres travaux par ailleurs, et à peu près 100% des contrats de performance énergétique recensés qui atteignent les objectifs fixés. Donc c'est un outil qui généralement va tenir ses promesses puisqu'il permet de responsabiliser suffisamment le titulaire vis-à-vis de l'atteinte d'une performance énergétique chiffrée. Tous ces éléments sont accessibles sur l'Observatoire national des CPE que je vous encourage à consulter si le sujet vous intéresse. Donc effectivement, pour revenir un peu plus en détail sur le fonctionnement de ce nouveau contrat de la commande publique, je disais précédemment que c'était une hybridation entre un marché de partenariat et un marché global de performance énergétique classique, dans la mesure où c'est effectivement la personne publique qui reste maître d'ouvrage, mais elle va pouvoir faire du paiement différé comme dans le marché de partenariat. Donc le contrat proposait effectivement un marché global, c'est-à-dire que c'est donc un titulaire privé qui va se charger de la conception, de la réalisation, de l'entretien-maintenance d'une opération de rénovation énergétique d'un bâtiment public. Donc, ce caractère global est important. Il veut dire qu'en phase de construction, la personne publique, elle ne va rien décaisser, elle va déléguer toutes ses tâches à un titulaire privé qui va réaliser les travaux et les payer au fur et à mesure de leur réalisation. En phase d'exploitation, la personne publique va commencer à payer des redevances à la personne privée qui a réalisé les travaux. Et donc, c'est ça qu'on appelle le paiement différé, c'est que c'est le titulaire privé qui va préfinancer l'opération en phase de construction et ensuite qui va être remboursé par l'intermédiaire de loyer ou de redevance par la personne publique. Je précise que, in fine, c'est bien la personne publique qui va payer l'intégralité des coûts du projet d'investissement. On parle vraiment ici là de préfinancement, mais pas de financement de l'opération. C'est bien la personne publique qui va financer l'opération in fine. L'intérêt pour la personne publique lié à ce préfinancement, sont quand même importants. Sur le plan opérationnel, c'est que s'il y a des dérapages de coûts en période de construction, c'est bien le titulaire privé qui va être responsable de ces éventuels surcoûts. Donc pour la personne publique, il n'y aura pas de surcoût en période de construction. Il en est de même pour un dérapage de calendrier. C'est le titulaire privé qui va supporter les pénalités liées à un retard
dans la construction ou la rénovation des travaux. De plus, le fait d'avoir ce paiement différé permet d'avoir une assiette plus large sur laquelle, enfin, une assiette de pénalité qui est plus large que dans un marché global de performance énergétique classique, puisque l'assiette des pénalités va porter sur l'ensemble des loyers, incluant les loyers d'investissement. Donc là où précédemment, dans un marché global de performance énergétique classique, la personne publique pouvait pénaliser le titulaire privé seulement sur les loyers d'exploitation, là, elle va aussi pouvoir pénaliser sur les loyers d'exploitation et d'investissement, puisque puisque la personne publique va payer les loyers d'investissement à compter de la date de réception des ouvrages. Le contrat prévoit aussi d'insérer des objectifs de performance énergétique sur toute la durée de vie du projet. Donc ça, c'est important parce que c'est une garantie pour la personne publique que ces objectifs de performance énergétique vont être atteints. Et en cas de non-atteinte, c'est le titulaire privé qui supportera des pénalités. On a une durée de marché qui est plus longue qu'un CPE classique, puisque ce marché peut aller jusqu'à 20 ou 30 ans, en fonction de la durée d'amortissement des investissements. Donc là, si on fait un point par rapport au marché de partenariat, les principales différences par rapport à cet outil, c'est donc d'abord une simplification des études préalables. L'idée, c'était de pouvoir recourir à un outil plus simplement. Donc les études préalables sont toujours existantes, mais elles sont plus qualitatives que quantitatives. Et le délai de l'administration pour rendre son avis est un peu raccourci par rapport à un marché de partenariat. Une autre différence majeure, c'est effectivement une différence liée à la maîtrise d'ouvrage, puisque dans le marché global de performance énergétique à paiement différé, c'est bien la personne publique qui va rester maître d'ouvrage du marché, ce qui n'est pas le cas dans un marché de partenariat. L'autre différence majeure, c'est l'absence de seuil, puisque l'idée, c'était de pouvoir rénover tous les bâtiments publics, y compris les plus petits projets, et donc il n'y a pas de seuil minimum, contrairement au marché de partenariat qui existe. Donc l'idée pour rénover les petits projets, c'est deux choses, soit effectivement de faire une opération sur un petit projet, soit d'arriver à mutualiser plusieurs petites opérations pour avoir des opérations de plus grande envergure qui sont plus facilement finançables et qui peuvent bénéficier d'économies d'échelle. On peut par exemple tout à fait imaginer qu'une collectivité souhaite rénover à la fois son centre aquatique, une école et une cité administrative, par exemple, dans un même marché. Et effectivement, du fait de ces caractéristiques un peu particulières, le marché global de performance énergétique à paiement différé, il peut être plus adapté à certaines situations que le marché global de performance énergétique classique. Notamment, ce qu'on vous propose là, c'est 3 exemples de situations dans lesquelles le recours à MGPE-PD peut présenter un bilan plus favorable pour l'opération que le recours à MGPE classique. Le premier, c'est vraiment la question de la durée du marché. Comme l'a dit Caroline, comme la durée du marché calée sur la durée d'amortissement des investissements, on va être sur des temps qui vont pouvoir être plus longs qu'en marché classique. Et donc, ça va permettre à la collectivité de confier à l'exploitant une prestation, une mission qui va être plus longue et donc en conséquence de maintenir la performance énergétique contractuellement garantie à plus long terme. Vous allez pouvoir par exemple sur 20, 25 ou 30 ans même vous assurer que l'exploitant et que les entreprises sont toujours obligées de respecter le niveau de performance énergétique sur lequel elles se sont engagées, là où en marché classique, au bout de 10 ans par exemple, le marché se termine et donc la performance énergétique n'est plus garantie sur le bâtiment. C'est également l'assurance que le financement est disponible et mobilisable dans des volumes suffisants pour garantir le niveau d'ambition que vous voulez fixer sur ce bâtiment-là. En projet classique, c'est à la collectivité que revient la charge de trouver les financements.
votre capacité d'autofinancement et ou les montants d'emprunt que vous pouvez contracter peuvent être insuffisants pour vous permettre de porter le projet le plus ambitieux possible. Là, en l'occurrence, cette tâche revient aux entreprises qui vont donc s'assurer de disposer et de mobiliser le montant de financement adéquat pour atteindre 40% par exemple d'économie d'énergie. Donc la collectivité n'a plus cette charge directement. Et enfin, la garantie de performance énergétique sur le MGPE à paiement différé va porter sur l'assiette de rémunération des investissements, ce qui n'est pas le cas en MGPE classique, puisque sur un marché classique, vous allez verser la totalité de la rémunération de l'investissement dès que vous la recevez, dès que vous recevez les travaux, et donc vous ne pouvez pas imputer directement sur cette rémunération la sous-performance que vous constatez ensuite sur la durée de vie du bâtiment, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans après la réception des travaux. En MGPE à paiement différé, comme vous n'avez pas versé toute la rémunération investissement, vous allez pouvoir diminuer cette rémunération, par exemple à la 4e année, si vous constatez que la performance énergétique n'est pas au rendez-vous, sur la fraction du loyer investissement que vous versez, vous allez imputer la sous-performance. Donc ça permet d'avoir une assiette d'indemnisation qui est plus large et donc plus intéressante pour la collectivité. Ça vous permet aussi de mieux inciter les entreprises à venir réaliser des travaux correctifs sur l'ouvrage, puisque vous n'avez pas versé la totalité de leur rémunération assez logiquement. Donc, comme on peut le voir là sur ce graphique, le schéma de financement est le suivant. Donc, en période de construction, l'autorité publique, la personne publique, donc ne verse rien. Pardon. Donc effectivement, en période de construction, l'autorité publique, la personne publique ne paie pas de loyer, ne décaisse pas les travaux. C'est bien la personne privée. C'est là, on a écrit société de projet, mais c'est pas forcément une société de projet. Ça peut être un titulaire privé qui est une entreprise classique qui va réaliser les travaux de rénovation énergétique, qui donc va être en charge de la conception-construction, qui va donc cette personne privée payer les travaux au fur et à mesure de leur réalisation et se charger également du financement de l'opération, soit via ses propres fonds propres, soit en recourant à de la dette, qui peut être une dette variée avec effectivement de nombreux financeurs qui interviennent en matière de rénovation énergétique des bâtiments, soit publics, soit privés. Et ensuite, en période d'exploitation, ce qu'on verra sur la slide suivante, c'est donc à compter de la livraison des ouvrages, la personne publique va commencer à payer des loyers ou des redevances à la personne privée. Et le titulaire privé va être en charge du contrat d'exploitation maintenance. Et il va également commencer à rembourser la dette si, par exemple, il a financé les travaux via de la dette. En matière de calendrier, donc c'est important pour nous que vous ayez bien en tête que pour passer ce type de contrat qui est un peu plus complexe que sûrement des marchés à l'outil classiques, il faut bien anticiper donc la passation de la procédure. Et nous, on estime qu'il y a en moyenne une durée de 18 mois qu'il faut bien avoir en tête pour passer le contrat. Donc entre le moment où les AMO, assistants à maîtrise d'ouvrage, sont sélectionnés et le moment où le MGPEPD est signé. C'est important d'avoir en tête cette durée et de bien l'anticiper pour effectivement avoir le temps de réaliser toutes les phases qui s'affichent à l'écran. Donc à la fois réaliser les études préalables qui sont importantes, obtenir les avis de Fininfra et de la direction du budget pour les 2 études préalables qui sont obligatoires, rédiger toute la phase, toute la documentation contractuelle et avoir le temps de bien mettre en concurrence et de bien réaliser la phase de mise au point, qui sont des éléments essentiels de la procédure. Alors, sur ce schéma, je peux le présenter ou tu souhaites le faire, Daniel?
Je peux le faire si tu veux, tout à fait. Du coup, sur ce schéma, c'est un peu le schéma que nous portons la REC Occitanie. L'idée, c'est de réunir une grappe de projets de rénovation énergétique. Donc, pour le moment, on est en phase justement de recrutement, si j'ose dire, de collectivités qui souhaiteraient bénéficier du MGPEPD. Quand je dis collectivité, ça peut être également des acteurs autres que des collectivités. Ça peut être c'est des établissements publics plus largement. Donc voilà, on essaie de réunir l'ensemble de ces acteurs publics. On les réunit dans le cadre d'une convention cadre multi-attributaire idéalement. C'est dans le cadre de cette convention cadre que nous allons réunir un petit peu l'ensemble des projets, ce qui est attendu derrière, etc. En termes de travaux, voilà, des remontées d'informations, si j'ose dire, un peu opérationnelles et financières. Derrière cette convention cadre multi-attributaire, on va pouvoir lancer des marchés subséquents. Donc, les marchés subséquents, ce sont des marchés dans lesquels des titulaires privés, justement, pourront se positionner pour répondre aux appels d'offres, si j'ose dire, à notre appel d'offres via notre convention cadre. Donc, il y aura plusieurs marchés subséquents. Donc là, vous voyez MGPEPD 1, un titulaire privé qui répond avec ses partenaires financiers pour pouvoir faire le portage financier, MGPEPD 2, etc., etc. Et entre-temps, avant qu'une collectivité désigne, si j'ose dire, un MGPEPD qui l'intéresse parmi ceux qui leur seront proposés dans le cadre de notre appel d'offres, on fait ce qu'a présenté un petit peu Caroline, des études préalables nécessaires pour vérifier si la collectivité est en mesure de pouvoir techniquement et financièrement pouvoir porter le projet sur une période donnée. Donc, c'est ce qu'on appelle les études préalables, donc le dossier d'accompagnement pour être plus sur l'aspect technique, et une étude préalable sur les aspects financiers. Donc voilà pour ces éléments. Et dès que la collectivité a choisi son MGPEPD, l'accompagnement en amont, si j'ose dire, s'arrête là côté SPL-AREC. Nous, notre rôle, c'est vraiment d'accompagner les collectivités dans ces études préalables et de pouvoir la structuration juridique. Et dès que la collectivité a eu ces études préalables qui ont répondu de manière satisfaisante et qu'elle a désigné son MGPEPD parmi les MGPEPD qu'on aura proposé à la suite de notre appel d'offres, qu'elle en aura choisi un. À ce moment-là, nous, il nous restera plus qu'à, si je veux dire, refaire ce schéma, c'est-à-dire retrouver d'autres collectivités qui pourraient être intéressées pour faire du MGPEPD et on laissera les titulaires privés, du coup, prendre la main pour accompagner les diverses collectivités. Donc voilà pour ces éléments. Alors, il y a une question dans le chat, on peut peut-être la prendre directement. Est-ce que les CCAS font partie des éligibles? Je te laisse répondre, peut-être Caroline. Alors, est-ce que vous pourriez répéter la question? Oui, pardon. Est-ce que les CCAS seraient éligibles? Alors oui, donc le MGPEPD, il est ouvert à donc toutes les personnes publiques, donc État, collectivités territoriales et établissements publics. Donc effectivement, toutes les personnes publiques sont éligibles au marché global de performance énergétique à paiement différé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Anthony, tant qu'à faire, ou c'est bon? Non, c'est bon, n'hésitez pas à Super. les poser dans le chat, on les prendra au fil de l'eau et On on prévoira gardera bien également sûr un temps d'échange, tout ouais. à fait. Ouais, voilà, tout à fait. Il y aura un temps d'échange à la fin de notre présentation, donc vous pourrez ouvrir vos micros et parler directement. Ce sera avec plaisir. Donc du coup, notre idée, donc j'ai un peu tout présenté sur cette slide déjà, je vois, donc je vais pas trop en reparler. Hop, je vais passer à la slide suivante. Peut-être oui, voilà, parler de ces dossiers d'accompagnement. S'il s'agit là clairement des études préalables. Et là, peut-être du coup, Caroline, je te laisse la main pour en parler. Mais voilà.
Exact. Donc, on l'a dit au début, le marché global de performance énergétique à paiement différé, c'est une expérimentation qui donc, pour l'instant, existe jusqu'au 30 mars 2028, qui a vocation à être pérennisée effectivement en fonction des retours des acteurs de la rénovation énergétique des bâtiments. Pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce contrat, nous avons publié, Fininfra, un dossier d'accompagnement qui vous permet d'avoir une méthodologie concernant l'étude préalable à réaliser. Donc, sur ces études préalables, je précise qu'il y en a effectivement 2 qui sont obligatoires. Une première étude préalable qui vise à comparer les différents montages contractuels et à justifier du recours au MGPEPD. Cette étude préalable est à nous envoyer à nous, Fininfra, et une seconde étude préalable qui est une étude de soutenabilité budgétaire qui est à transmettre à la direction du budget et qui vise à étudier la soutenabilité budgétaire du projet pour la personne publique. Donc nous, par ailleurs, Fininfra, on est vraiment là pour vous accompagner au cas par cas, projet par projet, répondre à vos questions, parce qu'on a conscience que l'appropriation de l'outil peut prendre un certain temps. Et donc répondre à toutes vos questions, que ce soit sur le périmètre du projet que vous envisagez, pour savoir si il serait, enfin, ce serait possible de recourir au MGPEPD, que ce soit sur les sujets financiers, effectivement, parce que vous arrivez pas à savoir si le projet serait finançable correctement et si tout fonctionnerait bien. Nous, Fininfra, on est vraiment là pour vous accompagner sur toutes les problématiques que vous pourriez rencontrer. Et en parallèle de ce guide, Acté et l'ensemble des partenaires que j'évoquais sur les premières slides de cette présentation ont développé toute une boîte à outils qui est en amélioration continue, évidemment, sur ce sujet, et qui permet aux collectivités de disposer de ressources, quelle que soit l'étape où elles en sont de leur projet de MGPEPD. Si vous souhaitez simplement obtenir plus d'informations sur le sujet, vous avez un guide dédié qui a été réalisé, qui est disponible sur notre centre de ressources, ainsi qu'une fiche de décryptage faite par le CEREMA en partenariat avec Acté. Si vous souhaitez vous faire accompagner, vous adjoindre les services d'un prestataire en AMO sur le montage de ces projets-là, il y a un cahier des charges type qui existe, qui est disponible sur le site de l'ADEME et d'Acté. Pour la passation de marché en tant que telle, donc là vraiment sur l'aspect consultation publique, vous pourrez retrouver sur notre centre de ressources 2 closiers qui présentent un kit juridique avec l'ensemble des pièces de marché pré-rédigées, les cahiers des clauses administratives générales et particulières, les règlements de consultation et les avis d'appel public à la concurrence. Donc tout ça est déjà pré-rédigé et disponible pour être personnalisé en lien avec le projet porté. Et puis des retours d'expérience de projets portés par d'autres collectivités, que ce soit sur le site d'Acté ou sur le site de l'Observatoire national des CPE. Tous les liens sont cliquables et je suppose que vous aurez le PowerPoint à la suite de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à vous saisir de ces ressources et à me contacter également si besoin pour être accompagné dans l'appropriation ou simplement en prise d'information générale sur le sujet. Merci Antonin, merci Caroline, donc pour tous ces éléments. Donc, voilà, vous avez leur contact ici, je les laisse quelques secondes. Et de toute manière, la slide suivante, c'est ces 3 petits points d'interrogation avec si vous avez des questions. Donc autant laisser cette slide et je laisse la parole à ceux qui souhaitent intervenir. Et je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Ouais, Mickaël, on t'écoute. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, je travaille à l'Agence locale de l'énergie et du climat à Montpellier. Donc, nous, on est dans le sud de la France. Ça pourra être en lien avec une de mes questions, mais j'en ai plein. Je découvre un peu donc les MGPD à paiement différé, enfin à paiement différé là. Sur les financements, donc là je me positionne un peu en situation d'expliquer ça à une collectivité et j'anticipe un peu les questions qui vont m'être posées. Donc j'ai cru voir sur un des schémas au début que les collectivités avaient quand même possibilité de faire appel à des aides pour le financement de ces projets en tant que maître d'ouvrage. Je vais voir comment tout ça se goupillait effectivement, si elles font une demande par exemple de
de fonds verts ou de déciles ou autres pour pouvoir continuer à avoir accès à tous ces dispositifs d'aide pour la rénovation énergétique dans le cadre de ces projets-là. Et dans le sujet financement, je me posais aussi la question elles ont souvent des possibilités de prêts longue durée via notamment les dispositifs EduRénov. Là, j'ai cru comprendre que par contre, là, c'est la société de projet ou le prestataire qui allait devoir contractualiser ses propres prêts et qui est peut-être pas éligible non plus à ces solutions-là. Donc, est-ce que ça peut pas un peu handicaper le projet en termes de financement et de conditions de prêt? Alors oui, merci pour ces questions qui sont vraiment essentielles dans le projet. Donc la question du financement, pour répondre d'abord à la deuxième partie de votre question. Donc effectivement, en fonction des conditions d'octroi des prêts de la Banque des Territoires ou de la Caisse des dépôts et consignations, enfin là l'idée c'est effectivement que ces projets de rénovation énergétique soient éligibles à toute la palette de financement habituelle, que ce soit donc les prêts de la transition écologique de la Banque des Territoires, les prêts pour les projets un peu plus conséquents, peut-être de la Banque européenne d'investissement, de la SFIL, de tous les financeurs publics, et puis aussi de tous les financeurs privés qui peuvent, via le mécanisme de la cession d'AI, proposer des conditions de financement proches de celles auxquelles aurait emprunté la personne publique. Donc toute cette palette de financement, effectivement, elle doit pouvoir correspondre au projet de rénovation énergétique et être adaptée à l'outil. Donc ça, normalement, ça fonctionne. Ensuite, sur le sujet des subventions, qui est un sujet essentiel, donc en théorie, effectivement, il ne devrait pas y avoir d'incompatibilité entre les subventions, État, département et région, et l'outil MGPE-PD. En revanche, en pratique, on a identifié qu'il pouvait y avoir des freins liés à la présentation de pièces justificatives, par exemple, ou encore à la temporalité du MGPE-PD par rapport à la temporalité de versement de certaines subventions. Donc, sur les subventions État, effectivement, on est en train de voir, nous, en interne, comment solutionner ces problèmes, et quelles pièces justificatives, par exemple, pourraient être apportées. Pour les subventions aussi de l'ADEME, par exemple, Fonds Chaleur, en théorie, c'est la même chose. Les subventions doivent être compatibles. En pratique, je pense qu'il faut toujours regarder au cas par cas, projet par projet, comment ça fonctionnerait. Parce que là, on recroise aussi des questions de temporalité, là, de contractualisation. J'ai vu que c'était 1 an et demi avec 11 mois de mise en concurrence. Ça me paraissait être un très long terme. Donc là, la solution proposée par la REC, elle paraît intéressante parce que je vois mal des petites communes mener ce genre de négociation, de mise en concurrence toute seule. Mais là, par rapport aux demandes d'aide, parce qu'on va contractualiser avant de faire les demandes d'aide. Parce qu'après, derrière, on rentre dans la phase de conception. Donc, est-ce que là, ça peut pas aussi être un frein sur la temporalité là, par rapport à la contractualisation qui est déjà réalisée, quoi? Oui, oui, enfin, je pense l'idée, nous, on sera toujours preneur si vous avez, vous, des cas pratiques de projets que vous envisagez avec des subventions déjà identifiées, des montants, et des ordres de grandeur définis. Nous, ça nous serait utile d'avoir vos retours précis pour justement faire remonter ces retours-là précis en interne et voir comment on peut solutionner ces sujets de subvention. Mais c'est un sujet effectivement qu'on a identifié. Mmh. Ok, et puis bon, désolé, je prends la parole, mais une autre question plus sur l'aspect économie d'énergie. Donc j'ai vu qu'il y avait un objectif de moins 30% généralement sur ces projets-là. Nous, on est dans le sud, on a déjà des consommations un peu réduites, souvent sur l'état initial. Et on a des fois des bâtiments qui sont assez peu équipés, notamment en termes de ventilation, qualité d'air intérieur et autres. Et donc souvent les projets de rénovation, ils vont améliorer la situation, ajouter des équipements qui n'étaient pas présents dans l'état initial, et on n'a pas forcément
un gain énergétique spectaculaire parce qu'on est très sobre déjà à la base sur des bâtiments qui fonctionnent de manière avec peu d'équipement et de manière très simple quand ils sont optimisés. Donc on n'a pas toujours ce gain qui est assez important. Je voulais savoir si ça c'est un prérequis indispensable pour mettre en place ce type de solution ou si on peut quand même envisager ces solutions-là sur des bâtiments qui consomment peu déjà à la base. Ouais, c'est une très bonne question. Alors, à noter que effectivement, donc ce type de marché, comme il déroge à pas mal de dispositions du code de la commande publique, il est strictement encadré et donc il ne peut être mobilisé que pour des projets de rénovation énergétique de bâtiments existants. Ceci étant, aucun texte en lien avec ce dispositif ne fixe d'objectif minimal de performance énergétique à atteindre pour pouvoir le mobiliser. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire moins 40% par exemple. Ça peut être moins. Peut-être deux éléments d'orientation sur ce type de montage. Le premier, c'est le modèle économique du contrat. Il faut bien avoir à l'esprit que vous allez rembourser le paiement différé sur toute la durée du marché potentiellement à long terme et donc les économies d'énergie en ce qu'elles génèrent des non-dépenses de fonctionnement, elles vous permettent aussi d'équilibrer le modèle économique du contrat à long terme. Plus il y a d'économies d'énergie, plus vous pouvez venir mettre ces économies d'énergie au pot du remboursement des loyers. Et le deuxième point, c'est cette notion d'objet principal du contrat. Il faut bien que l'objet principal du contrat, ça soit la rénovation énergétique du bâtiment. Vous pouvez y intégrer des travaux indissociablement liés ou induits, donc qui sont pas directement liés à la rénovation énergétique, mais qui concourent de l'opération globale. Mais l'objectif principal, ça doit bien être l'amélioration de la performance énergétique, même si elle n'est pas forcément à l'atteinte des objectifs du décret tertiaire. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, c'est bon, c'est clair. Après, effectivement, sur le long terme, avec ces histoires de loyer basées sur les économies générées, je me pose des questions aujourd'hui en termes d'incertitude sur les prix des énergies. C'est difficile de se projeter sur quel va Ouais. être réellement le gain parce que ça peut être. On a des fois des temps de retour là qui sont divisés par 3 d'une année à l'autre en fonction des prix qu'on obtient sur l'énergie, quoi. Mm. Oui, bah l'idée mais ça c'est comme en marché global classique, c'est de fixer un objectif de performance énergétique en kilowattheure d'énergie réelle. Effectivement, le coût de l'énergie variant chaque année, vous saurez pas exactement à quelle dépense ça équivaudrait, mais il faut se dire que dans tous les cas, que le prix de l'énergie augmente sensiblement ou pas, c'est des dépenses énergétiques que vous auriez payées quoi qu'il arrive en fait si vous n'aviez Ouais. pas mis en place le contrat. Non, sur le cadre, là, il n'y a pas de souci, mais c'est effectivement les collectivités, enfin les élus ont du mal à se projeter du coup sur ce que ça peut représenter au global parce qu'on a cette incertitude quand même qui pèse pas mal tout au long du projet. Merci pour vos réponses. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment. Si c'est bon, on peut passer à la suite. Est-ce que, Caroline, à tout hasard, tu avais d'autres éléments concernant le cadre, enfin, sur les études préalables peut-être à partager, ou est-ce que c'est bon pour toi? Bah, c'est plutôt si vous avez des questions. Moi, les études préalables, c'est clair pour moi, mais Moi, je pense que c'est effectivement, important. je peux préciser pour l'Assemblée le Ouais, contenu de ces études préalables. tout à fait. C'est le souhait. C'est le souhait. Je te remercie. Ok. Donc, effectivement, il y a deux types d'études préalables, comme je le disais précédemment, qui sont obligatoires, dans la mesure où le MGPEPD est dérogatoire au droit de la commande publique, parce qu'il autorise le paiement différé et parce qu'il déroge à l'obligation d'allotir. Donc, la première étude, c'est l'étude de soutenabilité budgétaire, qui, comme son nom l'indique, vise à présenter les équilibres économiques du projet et notamment les impacts du projet sur les finances du porteur de projet public. L'idée, c'est de démontrer que le porteur de projet est capable de supporter la charge financière du projet. Cette étude, elle est à soumettre à la direction du budget, qui est donc une équipe distincte de la mienne et qui n'est pas Finanfra. Et il y a une seconde étude préalable
qui est donc l'étude préalable du mode de réalisation, qui est distincte et qui vise ici à comparer tous les contrats de la commande publique envisageables et à justifier du choix du recours au MGPEPD. L'idée, c'est de bien justifier pourquoi vous avez décidé de recourir au MGPEPD et de démontrer que le bilan de ce contrat que vous faites est plus favorable que si vous aviez décidé de recourir aux autres contrats de la commande publique. Cette étude préalable, elle est à nous soumettre à nous, Fininfra. Et comme on a conscience qu'effectivement l'outil est nouveau, on peut vous accompagner en amont de la saisine officielle pour revoir l'étude, répondre à vos questions. Et c'est dans ce contexte qu'on a effectivement publié notre dossier d'accompagnement qui est le guide rouge qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, et peut-être quelques mots sur la Oui. soutenabilité financière, même si j'ai bien Comme là, compris je que vois c'était qu'il pas toi. est 11h59, peut-être qu'on peut peut-être axer sur sur vos éventuelles questions. Et puis, je comprends que les supports seront partagés à l'issue de la réunion. On peut faire ainsi, tout à fait. Alors, je passe. Du coup, c'est pour conclure, mais c'est pas trop pour conclure non plus. Aujourd'hui, voilà un peu le travail. J'ai essayé de synthétiser dans quelques rubriques le travail que fait la REC à ce jour pour essayer de déployer au maximum cet outil qui ne peut être que bénéfique pour les collectivités. Donc à ce jour, on est dans l'identification des projets. Donc on a une quinzaine de prospects à ce jour. L'idée, c'est d'avoir au moins dans cette première grappe de projets au moins 3, voilà, qui seraient concluants et qui souhaiteraient bénéficier du MGPEPD. Ce serait déjà très très bien. Euh, Ensuite, voilà, il y a comme on a vu avec Michael notamment, il y a eu quelques interrogations et ces interrogations-là, on se les pose aussi. On essaye de lever, si j'ose dire, ces freins que peuvent avoir les collectivités pour pouvoir se lancer sur du MGPEPD. Donc on y arrive une par une. Voilà, c'est tout un cursus. Et de toute manière, aujourd'hui, voilà, après avoir identifié tous ces projets à fin juin au courant de la période estivale, à partir de septembre, nous souhaitons dans notre rétro-planning pouvoir lancer les études préalables de chacun des projets, sans forcément avoir un oui-non de la part d'une collectivité à vouloir s'engager sur du MGPE-PD. Au moins, on essaye déjà les études préalables, on vérifie si techniquement et financièrement c'est possible de pouvoir porter du MGPEPD pour le compte de cette collectivité. Et en parallèle de ça, donc l'étape 3, donc en parallèle des études préalables que l'on fait pour les collectivités, nous, on travaille également sur tout ce qui est la mise en forme juridique. Donc, c'est tous les documents nécessaires qui vous ont été présentés là dans le cadre de cet échange nécessaires pour pouvoir faire du MGPEPD. Donc, c'est surtout la partie là, les appels d'offres auprès des titulaires privés qui souhaiteraient se positionner dans le cadre de notre marché. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui sera en parallèle. Et donc, de septembre à décembre, quand on aura l'ensemble des titulaires qui auront répondu à notre marché, nous pourrons voir justement, à la suite des études préalables, les oui-non, si j'ose dire, quelles collectivités auront été retenues ou non pour faire du MGPEPD. Et ensuite, ce sera plus qu'une proposition sur le prestataire privé, le titulaire privé qu'il souhaite solliciter. Donc voilà, c'est un peu ça tous les éléments sur lesquels on est. J'ai noté étape 3, étape 4. Bon, voilà, c'est plutôt c'est pas forcément des étapes, mais c'est plutôt tout ce qui se chevauche en tout cas en ce moment d'ici la fin de l'année, c'est d'avoir au moins eu tous ces éléments-là pour que les deux trois collectivités qu'on puisse avoir au niveau du MGPEPD puissent se déployer. Et j'ai vu une question ou une main levée, je crois. Bonjour. Je me posais la question de savoir en tant qu'accompagnateur, comment on pouvait, sur quels critères on pouvait identifier les projets les plus susceptibles d'être intéressés par ce mécanisme. Est-ce que c'est des projets à forte économie d'énergie? Est-ce que c'est des projets où les collectivités ont
peu de marge de manœuvre financière? Est-ce que enfin voilà, c'est un peu quels sont les critères qui nous permettent de dire, OK, je verrais bien ce projet dans ce mécanisme. Je peux proposer des premiers éléments de réponse et puis je laisserai peut-être Antonin compléter parce que lui, il suit vraiment les porteurs de projets dans le cadre du programme Acté. Vous avez un peu répondu en plus vous-même, donc je pense à la question, mais l'idée c'est ça, c'est déjà d'avoir des projets avec des travaux de rénovation énergétique, c'est-à-dire des travaux sur l'enveloppe du bâti. L'idée, c'est ce que disait Antonin précédemment, c'est bien de rénover les bâtiments pour que leur consommation énergétique finale diminue. Donc, c'est déjà de les isoler, de faire tous ces travaux sur l'enveloppe. Et puis ensuite, si effectivement ils sont déjà bien isolés, c'est d'arriver à changer les systèmes de production énergétique si ils fonctionnent à base d'énergie fossile pour en faire effectivement des systèmes plus performants et énergétiquement. Donc il y a ce premier périmètre de travaux qui est donc travaux sur l'enveloppe, associés potentiellement à des systèmes de production énergétique plus performants. Et ensuite, il y a le volet, effectivement, vous l'avez dit, du financement. Donc, il faut avoir en tête les économies d'énergie attendues. Évidemment, plus il y a d'économies d'énergie attendues, plus ça participera à l'économie globale du projet. Ce qui est important aussi d'avoir en tête, c'est la taille des projets. Donc, j'en parlais tout à l'heure. Effectivement, ce contrat n'a pas de seuil minimum. En revanche, en pratique, je pense que ce sera plus facile d'arriver à financer des projets et à avoir des économies d'échelle si les projets ont une taille conséquente. Donc, ça peut être pertinent si une commune a plusieurs projets de rénovation à faire, de les faire ensemble pour arriver à mettre en commun un certain coût, donc dans les phases d'études préalables, lorsque vous recrutez des AMO, pour les phases d'audit technique, il peut y avoir un certain nombre d'économies d'échelle qui seront trouvables. Donc j'aurais dit, pour répondre à votre question, le périmètre, le sujet économie d'énergie, et puis effectivement la taille critique des projets, qui va permettre de les financer plus ou moins facilement. Ouais, et pour compléter, sur les collectivités qu'on accompagne, nous, au programme Acté, ce qu'on constate, c'est qu'il y a d'abord une approche à avoir plutôt sur l'angle stratégie patrimoniale, c'est-à-dire faire la revue à la fois de l'existant et des besoins, contrats d'exploitation maintenance qui sont déjà en place par exemple, est-ce qu'ils fixent des objectifs de performance énergétique, est-ce qu'ils doivent être renégociés ou est-ce qu'ils vont être renégociés, ça c'est très important et sur l'ensemble des projets prévus ou en cours, notamment puisque vous ne pouvez pas mobiliser le paiement différé sur tout type de projet. Est-ce que la collectivité a des projets de réfection des voiries qui sont à mener de manière assez urgente et qui doivent mobiliser les fonds propres en priorité, ce qui permettra de se dire, OK, on mobilise tant de capacité d'autofinancement sur les voiries. Donc, sachant qu'on veut quand même rénover tel et tel bâtiment en parallèle, on mobilise le MGPE à paiement différé sur ces bâtiments-là. Donc, il y a vraiment une notion de stratégie patrimoniale à avoir à l'esprit pour s'assurer que l'outil mobilisé est bien celui qui répond aux besoins ponctuels sur un bâtiment, mais aussi plus largement qui s'inscrit en cohérence avec la stratégie patrimoniale. Et puis ensuite, sur le choix des bâtiments intégrés, Caroline l'a dit, l'ambition en termes de performance énergétique, c'est un critère important. La nature des travaux à réaliser, c'est un critère important. J'ajouterais aussi la taille des différentes assiettes de l'opération. Ça paraît quand même assez peu opportun d'envisager du MGPE à paiement différé pour un projet sur lequel on a surtout une grosse assiette de dépenses de fonctionnement et peu d'investissement, puisque tout l'enjeu, c'est de lisser la dépense d'investissement sur la durée du marché. Donc il y a peut-être des projets sur lesquels un contrat classique sera plus intéressant. En revanche, sur des projets avec une assiette investissement élevée et sur laquelle vous voulez pouvoir imputer directement des indemnités en cas de sous-performance, là, ça paraîtra vraiment très indiqué. Donc voilà, faire cette revue des projets à mener et réaliser des scénarios financiers pour ensuite déterminer sur quel bâtiment et quel projet le MGPEPD paraît le plus opportun. Ça peut être fait avec un AMO, d'ailleurs, c'est ce qu'on encourage dans le cadre de l'appel à projet AMO CPE qui est porté conjointement avec l'ADEME.
C'est exactement ce que j'allais dire. Moi, j'insiste aussi sur la nécessité de se faire vraiment bien accompagner au début, parce que ces coûts-là sont vraiment dérisoires au vu de l'absence d'AMO en fait. C'est important d'avoir une bonne vision à la fois des bâtiments, donc de bien faire les audits techniques, d'avoir un bon accompagnement technique, et aussi de se faire accompagner, si vous, en fonction des compétences de la personne publique, sur les sujets juridiques et financiers. Enfin, nous, les expériences qu'on a pu voir là jusqu'à présent, c'est qu'effectivement, pour qu'il n'y ait pas de mauvaise surprise lorsque les personnes publiques recevront les offres des candidats, effectivement, il faut vraiment insister sur l'accompagnement en amont, notamment technique et juridique. Donc, par exemple, des maisons de retraite qui ont des grosses rénovations à faire et qui ont assez peu de latitude financière seraient des bons candidats. Hmm. Oui, oui, bah clairement. En plus, si c'est enfin, si on prend le prisme d'une mutualisation de l'opération, plus les patrimoines intégrés vont être similaires en termes architectural, de système, etc. Plus simple ce sera à traiter de manière globale. Donc, si c'est voilà des EHPAD qui sont intégrés dans un seul et même marché, ça peut être pertinent, oui. Ok. Est-ce que du coup les loyers d'investissement rentrent dans la partie investissement du budget de la collectivité? Oui, ouais. Oui, exactement. Donc, le loyer, il se décompose en plusieurs redevances. La redevance investissement, elle va rentrer dans le budget d'investissement de la personne publique. Et ensuite, il y a effectivement une partie des redevances de fonctionnement qui vont aller dans le budget de fonctionnement. Et les intérêts de la dette vont aller dans le budget de fonctionnement. Merci. Euh, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être Anthony, je te laisse conclure le webinaire. Je laisse encore quelques secondes au cas où s'il y a une question qui émerge sur le sujet Oui. du MGPEPD. Ouais, ouais, n'hésitez pas à lever la main. On a un petit peu d'avance sur, enfin, on a encore un peu de temps, en tout cas, sur le créneau prix. Mais voilà, donc, le temps que vous me laissiez vos questions. Voilà, juste pour vous donner, comme d'habitude, les prochains rendez-vous Baobab avec la mise en ligne de la boîte à outils qui devrait pas tarder cette fois. L'AMI formation ingénierie financière. Alors c'est pas une arlésienne, il est prêt à partir, donc vous devriez l'avoir dans le début de la semaine prochaine. Enfin, désolé pour le retard. Suivra l'AMI pour la formation à l'outil CGIE. Et voilà, on prévoit d'autres webinaires, dont un webinaire sur les financements. On avait déjà fait un premier volet l'année dernière, en fin d'année dernière, donc là on fera le volet 2. Et puis voilà, on participera au séminaire régional carte, avec notamment l'animation d'un atelier autour des élections municipales et comment préparer les fins de mandat et les débuts de mandat pour les communes. Voilà, donc je vous rappelle qu'on vous transmettra rapidement les supports. Je laisse un peu de temps encore pour les questions. Mais voilà, vous avez aussi voilà le contact des intervenants, le contact de Daniel. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup aux intervenants pour la qualité de vos interventions. Et voilà, je pense que c'était très clair alors que le sujet peut paraître un peu compliqué. Et voilà, merci à tous de votre participation. Et on reste à votre disposition. Pas de questions, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci à tous. Merci, bonne Merci journée. Merci à encore. tous, bonne journée. Merci Caroline et Antoine.